Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale,
émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique orientale, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvue d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Le Canada est connu pour ses montagnes enneigées, ses immenses forêts, ses lacs, ses habitants chaleureux et son délicieux sirop d'érable. Eh bien, on peut ajouter une autre chose à la liste. On y trouve la plus ancienne eau du monde. En 2016, des chercheurs ont foré à une profondeur de 3 km et ont trouvé une ancienne poche d'eau dans la mine de Kidd, en Ontario. Cette eau serait âgée d'au moins 2 milliards d'années. Cette eau se trouvait dans l'une des cavernes les plus profondes du sol canadien, qui compte plus de 3 millions de kilomètres carrés. Géologiquement, c'est l'un des plus grands boucliers continentaux du monde.
La région subit une très faible activité tectonique, ce qui explique peut-être pourquoi cette eau est restée intacte aussi longtemps. Des scientifiques ont analysé cette eau et y ont trouvé des gaz dissous d'hélium, d'argon, de xénon et de néon. Il y avait même des traces de microbes datant de plusieurs milliards d'années. Il s'agit d'une découverte importante, qui permet aux scientifiques de remonter le temps jusque très loin. Si l'on peut trouver de l'eau pouvant accueillir la vie à plusieurs kilomètres sous la Terre, il est possible de trouver la même chose sur d'autres planètes comme Mars, Saturne et les lunes de Jupiter. Le point Nemo est le point le plus éloigné de toutes les terres. On l'appelle aussi point océanique d'inaccessibilité. Il est si éloigné de la Terre que les humains qui s'en approchent le plus sont en fait les astronautes. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une distance d'environ 400 km, alors que l'endroit habité sur Terre le plus proche du point Nemo se trouve à plus de 2687 km, et ce, quelle que soit la direction. Comme son nom officiel est un peu long, il a été surnommé Point Nemo en référence au capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Nemo signifie « personne » en latin, ce qui convient parfaitement à cette région du globe. La forêt tordue se trouve à Gryfino, en Pologne. Il s'agit d'un groupe d'environ 400 pins au tronc courbé qui ont été plantés dans les années 30. Ils penchent vers le nord à un angle de 90 degrés à partir de la base de l'arbre, puis font demi-tour pour finir par remonter droit vers le ciel. Ces étranges courbes mesurent de 90 cm à 2,70 m, mais les arbres sont en bonne santé et beaucoup atteignent même près de 15 mètres de hauteur. Ces pins tordus sont entourés d'une plus grande forêt de pins tout à fait normaux. Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle ils sont tordus ainsi. Les théories concernant cette étrange croissance vont des conditions météorologiques à l'intervention humaine, mais personne n'est vraiment sûr. La rivière Hamza est l'une des plus longues et des plus larges rivières au monde et elle se trouve juste au-dessous du fleuve Amazon. À une profondeur de 4 km, cette rivière coule à peine plus vite qu'un filet d'eau par rapport au fleuve gigantesque qui la surplombe. L'Amazone se déverse dans l'Atlantique à raison d'un débit d'environ 133 millions de litres par seconde, tandis que l'Hamza ne parvient qu'à 3,8 millions de litres par seconde. De longueur à peu près égale à celle de l'Amazone, soit environ 6000 km, c'est sa largeur qui a stupéfié le monde scientifique. Elle mesure entre 200 et 400 km, alors que l'Amazone atteint 100 km de large au maximum. La grotte des cristaux a été découverte en 2000 lorsque des mineurs ont drainé l'eau d'une mine de zinc dans l'état de Chihuahua au Mexique. On a alors découvert une grotte enchanteresse remplie de cristaux de gypse colossaux qui mesuraient plus de 10 mètres de long et presque 1 mètre de large. Ils étaient si purs que les scientifiques étaient incapables de déterminer leur âge. Mais les chercheurs pensent avoir découvert un échantillon de bactéries vieilles de 50 000 ans à l'intérieur de l'un de ces cristaux. Également connu sous le nom de rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales est l'une des merveilles naturelles de Colombie. C'est un ensemble de chutes d'eau, de bassins et de cavernes, mais la rivière elle-même est la véritable star. Chaque année, entre juin et novembre, la rivière hypnotise ses spectateurs avec des nuances de jaune, vert, bleu, noir et rouge, créant un véritable arc-en-ciel liquide. Ce phénomène est dû à une plante rouge qui pousse dans la rivière. Les autres couleurs viennent des roches noires, des algues vertes, de l'eau cristalline et du sable jaune. Les couleurs changent chaque année en raison de la croissance de la plante, due aux précipitations, à la température et à la lumière du soleil. Le reste de l'année, cette rivière est juste verte. Des scientifiques d'Hawaï ont découvert que les algues rouges produisent des sons dans l'eau située autour des récifs coralliens. On pensait que ce bruit provenait des crevettes jusqu'à ce que les chercheurs fassent le lien avec la présence d'algues et se mettent à observer des bulles. Lorsque ces algues utilisent la photosynthèse pour se nourrir, elles produisent de minuscules bulles qui s'accumulent sur leur surface. Lorsque ces bulles se détachent, elles émettent un son. Les récifs peuvent être étouffés s'ils sont recouverts par trop d'algues. Le fait de découvrir que la photosynthèse produit un son pourrait aider à la préservation des récifs, car les algues pourraient fournir une alerte précoce aux scientifiques afin qu'ils puissent empêcher l'envahissement des zones vulnérables. Après les fortes pluies et l'activité sismique qui ont frappé la vallée du Grand Rift au Kenya en mars 2018, une faille s'est ouverte sur le sol, mesurant plusieurs kilomètres de long et plus de 15 mètres de large à certains endroits. Concrètement, elle a déchiré l'Afrique en deux. L'Afrique repose sur deux plaques continentales, la nubienne et la somalienne. Avec l'activité du manteau terrestre, ces plaques s'écartent les unes des autres et cela crée d'énormes failles que nous voyons parfois à la surface.
Il faudra des millions d'années pour que cet immense continent soit réellement coupé en deux. Mais lorsqu'il le sera, un nouvel océan sera créé. L'eucalyptus deglupta, qui pousse dans les forêts tropicales d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, semble tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film fantastique. Pouvant atteindre la hauteur de 76 mètres dans son environnement d'origine, cet arbre unique en son genre a une écorce qui présente des stries vertes, bleues, oranges, violettes et rouges. Lorsque les bandes d'écorce se détachent, les couleurs de l'arbre changent et l'écorce interne vert vif est révélée. Au large de l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a une vue spectaculaire qui vaut vraiment la peine de faire un tour en avion. Ce qui ressemble à une chute d'eau sous-marine est en fait du sable provenant des côtes qui est poussé par les courants océaniques depuis une plateforme côtière et qui tombe dans les profondeurs de l'océan à l'extrémité sud de l'île. Les fonds marins situés autour des îles atteignent généralement 8 à 150 mètres de profondeur, mais ici, ce creux descend sur plusieurs kilomètres, créant l'illusion d'une cascade. Ce plateau océanique n'existait pas il y a quelques millions d'années et il est apparu assez récemment. Les arbres marcheurs de l'Amazonie représentent l'une des manières les plus singulières utilisées par les plantes pour se déplacer et atteindre l'endroit parfait afin de se développer. Ils laissent leurs nouvelles racines remplacer les anciennes, marchant littéralement à la recherche de plus de lumière. Au fur et à mesure que ces nouvelles racines s'enfoncent dans le sol, l'arbre se penche vers elles et abandonne lentement ses anciennes. Ce voyage vers un meilleur endroit peut prendre du temps, car ces arbres ne se déplacent que de 2 cm par jour, ce qui fait quand même plusieurs mètres par an. Tu imagines ça dans ton jardin? Tu plantes un arbre là, et l'année d'après, il est tout là-bas. Dans le sud du Costa Rica, 300 boules de pierre sont disséminées dans la forêt. Certaines pèsent autant qu'une boule de bowling, mais d'autres peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Leur utilité et la façon dont elles ont été créées nous échappent encore. Découvertes dans les années 30, beaucoup d'entre elles ont été déplacées et transportées dans le monde entier. Ce n'est que dans les années 70 que l'on a commencé à préserver le site. Si ces pierres restent un mystère, les archéologues savent qu'elles sont faites de granodiorite, une roche semblable au granit. Si elles ont été sculptées par une quelconque civilisation, leur forme sphérique quasi parfaite a dû être obtenue par burinage au moyen de petites pierres. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est un endroit qui semble appartenir à une autre planète. Avec ses bassins de lave, ses sources chaudes couleur fluo et ses vastes étendues de sel, elle enregistre une température moyenne annuelle de 34,4 degrés Celsius. Des gaz toxiques couvrent la région car ses sources chaudes sont remplies d'acide. Pire encore, elle ne reçoit pas plus de 10 cm de précipitations annuelles. C'est aussi l'un des endroits les plus bas de la planète, à 125 mètres sous le niveau de la mer. Pas étonnant que ce soit l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !» vous allez être déçus. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars ? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale.
Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage.
Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Véronica Tolénard, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ? Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace ? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre,
les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmitt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone, une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignatures, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius.
Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmidt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmidt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie, mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux, elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve, nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Des trésors valant plusieurs milliers de dollars, en passant par les téléphones flambant neufs et jusqu'aux cités antiques, plongeons dans les eaux sombres et voyons ce que nous pouvons y dénicher. Imagine que tu te rendes en bord de fleuve pour y faire une promenade en bateau. Qui ne serait pas tenté de prendre quelques photos pour que les souvenirs de cette excursion restent à jamais gravés dans les mémoires? Oups, l'eau t'éclabousse. Heureusement, tu as pris tes précautions et placé ton appareil dans un sac étanche. Mais que se passerait-il si tu laissais tomber ton téléphone au fond de l'eau en même temps que son étui? C'est ce qui est arrivé à certaines personnes. Un plongeur professionnel et un youtubeur se sont immergés dans une rivière très appréciée des touristes, lesquels y avaient perdu une quantité d'effets personnels d'une valeur cumulée de 20 000 $, y compris des iPhones 9 et des bijoux. L'image d'une voiture sortie de l'eau te sera peut-être familière, que ce soit au cinéma ou au journal télévisé. Il arrive également que de grands cargos coulent et que les camions qui s'y trouvent soient emportés. C'est ce qui s'est passé avec l'épave du Tistelgorm, qui a sombré en 1941 en mer Rouge. Et ces camions Bedford se trouvèrent justement à l'intérieur. Tu veux voir quelque chose de plus précieux comme un véritable trésor ? Ce cargo britannique transportait une lourde cargaison de lingots d'argent, sauf que le navire a coulé. Les chercheurs de trésors savaient depuis longtemps qu'il se trouvait une fortune à son bord. Et on a recherché cette épave depuis les années 1940. L'équipe d'Odyssey Marine a eu de la chance. Ce sont eux qui en ont fait la découverte en 2011. Le trésor se trouvait à plus de 4000 mètres sous la surface et le navire transportait plus de 110 tonnes de lingots d'argent. C'est un sacré magot. L'équipe de l'Odyssée a pu conserver 80% du trésor et en a cédé 20% au trésor de la couronne britannique. Bien entendu, le navire contenait d'autres effets, comme des lettres, des théières et des draps de soie. On peut les admirer dans l'exposition Voice from the Deep au Postal Museum. Que dirais-tu d'un peu d'art sous-marin? Eh bien, te voilà servi. Voici les statues Moai de Polynésie. Celles-ci ont été découvertes dans plusieurs régions du monde. Par exemple, l'île de Pâques regorge de statues de différentes tailles, mais on en trouve également à Cancun, Isla Mujeres et Punta Nizuc au Mexique. Admirer sous l'eau des statues au corps entier et datant de plusieurs millénaires serait probablement une expérience unique en son genre. Les pièces d'or sont également des objets populaires que l'on retrouve dans les épaves. De nombreux plongeurs tombent sur des pièces qui valent une coquette somme d'argent. Mais un plongeur de Floride a véritablement touché le jackpot. En 2015, il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million $. Il y en avait là pour 51 pièces d'or, 12 mètres de chaînes en or ouvragées, ainsi qu'une pièce de monnaie rare frappée pour le roi d'Espagne, Philippe V. Ils étaient autrefois terribles et redoutés, et ils ont toujours l'air effrayants en soi. On veut bien sûr parler des bateaux pirates. Une épave de bateau pirate datant du XVIIIe siècle a été déterrée au large des côtes colombiennes en 2015. Le trésor qui s'y trouvait valait de 4 à 17 milliards $. Il contenait des pierres précieuses,
de l'or et de nombreux autres objets. La suivante est une ville sous-marine. Néapolis est une cité qui fut jadis emportée par un tsunami. Elle fut érigée le long de la côte nord africaine, il y a près de 1700 ans. Des plongeurs ont découvert les vestiges de cette ville sous-marine en 2017. Les chercheurs y ont également découvert des colonnes romaines ainsi que des objets du quotidien et toutes sortes d'outils. Remontons jusqu'en 1503. L'explorateur portugais Vasco de Gama affrontait une tempête lorsqu'il perdit son navire, l'Esmeralda. Celui-ci a été découvert en 1998, mais il aura fallu attendre plus d'une décennie pour qu'il soit fouillé. Les archéologues y ont retrouvé des outils de navigation. Ceux-ci n'ont peut-être pas la même valeur que l'or espagnol, mais ce sont des trésors historiques. À Amsterdam, on repêche des vélos dans les canaux. Un tiers des Amsteloddamois actifs se rendent au travail à vélo. Les autres utilisent leur bicyclette pour un tas d'autres raisons, comme faire de l'exercice ou même 16 courses. On compte donc plus de bécanes à Amsterdam que de résidents permanents. Malheureusement, de nombreux vélos et même quelques voitures finissent dans les canaux de la ville. Le fait qu'Amsterdam compte 165 canaux, pour une longueur cumulée de près de 100 km, ne facilite pas la tâche des autorités. Il est évident que les propriétaires ne jettent pas leurs propres vélos à l'eau. Ceux-ci peuvent se retrouver dans les canaux des suites de vents violents, d'actes de vandalisme, de vol ou par simple accident. Chaque année, les autorités repêchent entre 12 000 et 15 000 bicyclettes. La suivante est une autre ville perdue. Héraclion était la porte de l'Égypte ancienne vers la Méditerranée. Elle fut d'abord submergée, puis enfouie dans les sables. Cette cité était particulièrement renommée. Tu en as peut-être même entendu parler, car elle est mentionnée dans la légende d'Hélène de Sparte et de Paris, le prince de Troie. Comment cette cité antique a-t-elle été découverte? Au début des années 2000, une équipe de plongeurs a trouvé un énorme fragment de roche sur le fond marin et l'a remonté sur la terre ferme. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un morceau de la statue du dieu Hapi, la personnification du Nil chez les anciens Égyptiens. L'équipe a poursuivi ses recherches et a retrouvé 6 autres morceaux. Autour d'eux se trouvaient également des ruines de temples, des fragments de poterie, des bijoux, des pièces de monnaie, des lampes à huile, etc. L'Underwater Sculpture Park de Grenade est le premier parc de sculpture sous-marine au monde. Pourquoi ce parc est-il si spécial, outre le fait qu'il baigne dans les eaux somptueuses des Caraïbes? Il est possible de l'admirer en faisant de la plongée avec masque et tuba ou de la plongée sous-marine. Les sculptures se trouvent à une profondeur de 3 à 5 mètres sous l'eau. Ce sont l'atmosphère et l'expérience elle-même qui rendent le parc si spécial. Ces sculptures sont faites de béton et d'acier. Certaines d'entre elles pèsent jusqu'à 15 tonnes et elles sont recouvertes de créatures sous-marines. Les statues ont été placées là pour aider à protéger les récifs, à maintenir la santé de l'écosystème et à restaurer la vie sous-marine dans cette zone. Les sous-marins sont conçus pour aller sous l'eau, on ne s'attendrait donc pas à les voir figurer sur cette liste. Pourtant, les sous-marins coulent bel et bien. Les plongeurs ont ainsi découvert de nombreux submersibles. Par exemple, un sous-marin australien a été retrouvé au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus d'1 siècle après avoir coulé. Voici une autre ville submergée, mais celle-ci a été laissée sous l'eau volontairement. Les anciennes ruines de la cité du lion, ou Xicheng, se trouvent dans un lac en Chine. Ce dernier a été créé en 1959, lorsque la vallée au pied de la montagne des 5 Lions a été inondée pour y créer une centrale hydroélectrique. La ville vieille de 1400 ans, aujourd'hui en ruine, a ainsi été submergée et a demeuré ainsi pendant plus de 50 ans. Elle est restée intacte au fond du lac, jusqu'à ce que son exploration ne commence en 2001. Les plongeurs ont alors découvert que de nombreuses structures, sculptures, lions gardiens et autres arches étaient encore préservées. Les chercheurs ont cartographié et documenté Xicheng. Ils ont également cherché un moyen d'éviter que ces structures ne soient endommagées davantage. Et en 2011, la ville a été déclarée vestige historique protégé. Lorsque tu admireras les ruines de la cité du lion pour la première fois, tu en auras le souffle coupé. Imagine-toi nager dans ces eaux sombres. En approchant de la cité, tu apercevrais ses immenses murailles et ses multiples sculptures. Fabuleux, n'est-ce pas? Le musée sous-marin de Cancun est probablement le plus grand musée de ce type au monde. Il n'a pas été perdu en soi, mais il abrite désormais son propre écosystème aquatique.
Qui ne voudrait pas combiner la plongée sous-marine avec la visite d'un jardin de classe mondiale comptant 500 sculptures? Éparpillées à 9 mètres sous la surface, ces sculptures sont fabriquées à partir d'un béton marin au pH neutre afin de pouvoir demeurer au fond de l'océan. De plus, ici, les sculptures évoluent au fil du temps, contrairement à ce qui se passe dans un musée traditionnel. En effet, elles s'intègrent à l'environnement sous-marin et abritent diverses espèces végétales et animales. Dans une installation, près de 450 figurines grandeur nature sont regroupées pour évoquer la coexistence harmonieuse de l'humanité. Il y a aussi l'Anthropocène, qui est une véritable coccinelle Volkswagen submergée, placée près du récif de Manchon. Ok, ça c'est une méduse géante, et on voulait que tu la vois. Cette créature est connue sous le nom de méduse à crinière de lion, et c'est la plus grande espèce de méduse connue. As-tu déjà découvert quelque chose d'intéressant dans l'eau? En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes. En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début, tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante. En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace. À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie, l'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais.
Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir, rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama, au Japon, où des scientifiques effectuent des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises. Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé? Une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles, des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt, des scientifiques sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qu'il avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine 1 mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis, en 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings,
dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordaient d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers.